Bienvenue dans le cours 12 de la branche 20, les instruments. Si on prend un tube de section constante et qu'on y fait passer de l'air, si l'on réduit la section de ce tube, l'air va accélérer et la pression statique va diminuer. Il va y avoir une succion. Lorsque l'on agrandit la section, la vitesse de l'air diminue et la pression statique augmente. Pour ceux qui ont fait un peu de météorologie ou qui ont vu un peu ça, cet effet-là, par exemple, se fait ressentir en Suisse sur le plateau par vent de bise. Le vent est accéléré par la restriction due aux montagnes. Il y a aussi le même phénomène entre baie et Martigny. Une pompe à vide sert à alimenter les instruments tels que l'horizon artificiel et le gyroscope directionnel. Dans la plupart des aéronefs modernes, ces instruments sont alimentés électriquement par le système de bord. Voici un tube Venturi sur un avion de type Cessna. On voit bien la restriction qui va créer la dépression et la succion permettant d'alimenter les instruments. Afin de nous indiquer l'altitude, la vitesse verticale et la vitesse de notre aéronef, nous avons besoin de deux systèmes de prise de mesure. Les ou la prise de pression statique pour la pression de l'air à l'endroit donné et la prise de pression totale ou tube pitot qui va mesurer la pression statique plus la pression dynamique qui est générée par l'avion ou l'hélicoptère qui avance dans l'air. La pression statique plus dynamique va nous permettre d'indiquer la vitesse de l'avion et les pressions statiques vont nous permettre d'indiquer l'altitude et le taux de montée ou le taux de chute. La pression statique est aussi utilisée pour le transpondeur. Le chauffage d'un aéronef. Suivant la complexité de l'aéronef, il y a plusieurs types de chauffage. Cela va du chauffage cabine pour le confort des passagers ou jusqu'au désembuage pour retirer l'humidité sur la vitre. Il y a aussi un système d'aération pour le confort du pilote en été. La plupart des chauffages sur des petits aéronefs fonctionnent grâce à un échangeur de chaleur autour du pot d'échappement. L'air rentre par un conduit d'air frais, passe autour de l'échappement et ensuite est dirigé dans la cabine. Le gros danger de ce type de chauffage est que s'il y a un trou dans l'échappement, des gaz d'échappement vont s'immiscer dans la cabine et peuvent tuer le pilote sans qu'il s'en rende compte, dû à l'intoxication au monoxyde de carbone. L'avantage, c'est que c'est des chauffages très efficaces et peu coûteux. Dans certains avions, il y a un système de distribution d'oxygène pour les vols en haute altitude. L'indicateur de vitesse, Airspeed Indicator. L'indicateur de vitesse fonctionne grâce à la prise pitot ou la prise de pression totale.
Cette prise de pression rentre dans ce petit tube, va faire bouger une capsule anéroïde qui va, en fonction de la pression, faire bouger l'aiguille de vitesse. Plus la pression est élevée, plus la vitesse sera élevée, moins la pression est élevée, plus la vitesse sera faible. Il est important d'avoir une compensation pour la pression statique, car si l'on prend un avion qui avance à son nœud au niveau de la mer, on aura une pression de 100 nœuds plus 1 bar. Si cet avion monte à 5000 mètres, on aura une pression de 100 nœuds plus un demi-bar. Ce changement de pression va faire que l'indicateur de vitesse nous indiquera une vitesse plus faible, car la pression totale sera plus faible. Mais, puisque la pression statique est corrigée, alors la pression dynamique, celle qui va nous indiquer la vitesse, sera correcte. Sur certains indicateurs de vitesse, plus particulièrement les avions, il y a une échelle de compensation en fonction de la température pour déterminer la true airspeed. La vitesse va être utile pour savoir à quelle vitesse on avance, mais aussi pour déterminer l'enveloppe de manœuvre. Cette enveloppe de manœuvre sert à nous indiquer ou à vérifier que notre avion ou notre hélicoptère ne va pas dépasser les charges maximales admises par le constructeur en fonction des vitesses et du facteur de charge ou des turbulences. Un vol à faible vitesse, par exemple, ne permettra jamais, si l'on braque les commandes, d'excéder la charge maximale. L'enveloppe de manœuvre montre quelle charge l'on va avoir en fonction de la vitesse et de la quantité de commandes que l'on manœuvre. Par exemple, à vitesse faible, si l'on braque les commandes à l'équerre, on aura un facteur de charge ainsi indiqué dans le tableau. Moins 2,2 pour un sens et plus 2,5 dans l'autre. Le facteur de charge de rupture, qui est indiqué en haut et ici, ne sera jamais atteint. Si l'on accélère et que l'on se retrouve à 150 nœuds et que l'on braque les commandes, la charge de rupture sera alors presque atteinte. La charge de rupture en G négatif, si l'on pousse le manche en butée, sera largement atteinte. On a alors un risque de casser l'avion. Cette deuxième enveloppe nous permet de voir quelle charge sera admise ou quelle charge va arriver lorsqu'il y a des turbulences en fonction de la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus une turbulence de vitesse constante aura de l'effet sur le facteur de charge. Les limitations pour les hélicoptères dans les vitesses sont essentiellement pour le vol sans les portes, pour l'autorotation, pour le vol dans les puissances élevées, au-delà de la puissance max continue, ou pour certains hélicoptères comme les Robinson par exemple, pour le vol dans les conditions turbulentes. Notre indicateur de vitesse mesure la vitesse avec une certaine erreur. Ces erreurs sont l'erreur de l'instrument, l'erreur de position de la prise de pression statique et dynamique, et l'erreur de compressibilité.
Si l'on corrige la vitesse indiquée par les erreurs d'instrument et de position, on obtient la Calibrated Airspeed. Si l'on corrige la Calibrated Airspeed avec l'erreur de pression d'accumulation, l'erreur de compressibilité, on obtient l'Equivalent Airspeed. Si l'on corrige l'Equivalent Airspeed avec la densité de l'air, on obtient la True Airspeed. C'est cette vitesse-là qui sera essentielle pour les manœuvres de l'avion ou de l'hélicoptère. Si l'hélicoptère maintient une vitesse indiquée constante, tout en montant, la True Airspeed va augmenter. Puisque notre aéronef aura une vitesse maximale mesurée en True Airspeed, il faudra alors réduire la vitesse indiquée lorsque l'on prend de l'altitude. Lors des opérations quotidiennes avec nos hélicoptères, nous n'allons pas faire des calculs savants lorsque l'on sera en vol. Il y a des tabelles qui permettent de savoir quelle sera la vitesse max indiquée en fonction de l'altitude. Il y a une dernière vitesse dont nous n'avons pas parlé, c'est la ground speed ou vitesse sol. Cette vitesse est la vitesse de l'aéronef par rapport au sol. Par exemple, si notre hélicoptère vole à 100 nœuds et qu'on a un vent de dos de 20 nœuds, la vitesse sol sera alors de 100 plus 20, de 120 nœuds. Si notre hélicoptère vole à 100 nœuds avec un vent de face de 10 nœuds, nous avancerons par rapport au sol à une vitesse de 90 nœuds. La ground speed, la vitesse sol, rentre en compte dans les calculs de navigation. Ce n'est jamais une vitesse utilisée pour les calculs aérodynamiques. La mesure de l'altitude se fait au moyen de l'altimètre. L'altimètre est bêtement un indicateur de pression atmosphérique. Lorsque l'on monte, la pression atmosphérique diminue, lorsque l'on descend, la pression atmosphérique augmente. Tout ce que fait notre altimètre, c'est mesurer la différence de pression et donc mesurer l'altitude. L'objet principal utilisé pour mesurer l'altitude sont les boîtes anéroïdes, les capsules anéroïdes. Pour ceux qui connaissent un peu, ces capsules sont aussi utilisées dans les vieux baromètres. Ces capsules sont remplies de vide et lorsque l'air exerce une pression plus ou moins élevée autour, elles vont bouger, s'écraser ou s'expanser. Cet écrasement ou cette expansion va nous permettre de mesurer l'altitude. Lorsque l'on va monter, l'air dans l'altimètre va diminuer, les capsules vont alors s'expanser et grâce au mécanisme que l'on voit, l'aiguille va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle va augmenter. Afin de pouvoir corriger l'indication d'altitude en fonction de la pression, on a un bouton de réglage et une lecture sur une échelle barométrique. Voici comment se présente un altimètre, un peu plus comme dans la réalité. Nous avons les indications d'altitude avec l'aiguille des centaines de pieds, l'aiguille des milliers de pieds et l'aiguille des dizaines de milliers de pieds, pour ceux qui vont assez haut.
on a l'échelle de pression atmosphérique et le réglage de la pression atmosphérique de cette petite échelle se fait au moyen du bouton que l'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse. Petite question, ici, quelle altitude indique notre altimètre? Vous avez raison, c'est 1900 pieds. L'aiguille des milliers de pieds est entre le 1 et le 2, nous indiquant que nous sommes à 1000, et l'aiguille des centaines de pieds sur le chiffre 9, 900, nous sommes donc à 1900 pieds. Voici un altimètre dans la réalité. Ici, on peut voir deux échelles de correction de pression en fonction du type de pression utilisé, que ce soit le millibar, qui est équivalent à l'hectopascal, ou le pouce de mercure, plus utilisé aux États-Unis. Quelle influence a la température et la pression sur notre indication d'altitude? Si l'on règle notre altimètre sur une pression constante, c'est-à-dire ici 1030, nous allons régler un QNH de 1030, par exemple au décollage de B. Lorsque nous allons voler, nous allons nous retrouver à un endroit où la pression atmosphérique a diminué. Elle est par exemple de 1000 hectopascales au niveau de la mer. La hauteur, l'altitude effective de l'avion, l'altitude réelle, va diminuer. Si notre avion vole vers une pression plus basse, l'altitude diminue. Une pression plus haute, l'altitude augmente. Si l'on voulait continuer à voler à la même altitude, il faudrait corriger le QNH pour afficher 1000 dans l'échelle de pression. Là alors, notre avion volerait à une altitude constante entre B et notre point sur les Alpes. Quelle influence a la température sur la pression? Sur ce tableau, nous avons trois colonnes d'air. Une colonne d'air à température standard, une colonne d'air froid et une colonne d'air chaud. On sait que plus l'air est froid, moins il prend de place, plus l'air est chaud, plus il prend de place. Retour il y a quelques années, dizaines d'années, à l'école, où on apprenait en physique que les molécules d'air d'un gaz se mettaient à bouger dans tous les sens. Lorsqu'il fait plus froid, les molécules d'air bougeaient moins, elles prenaient donc moins de place. Et lorsqu'il faisait plus chaud, ces molécules d'air bougeaient tellement qu'elles prenaient beaucoup plus de place. On voit alors ces trois colonnes différentes en fonction de la température. L'influence que la température aura sur notre aéronef sera l'altitude réelle. Lorsque l'on vole d'un endroit chaud à un endroit froid, l'altitude réelle diminue. C'est un point important à noter, car dans les Alpes, lorsque l'on vole en été, lorsque le QNH est de 1000, il fait chaud, notre aéronef vole donc à une altitude suffisante. Lorsque l'on est en hiver et qu'il fait très froid, nous volons toujours au même QNH, réglé correctement, et l'altitude de notre aéronef, l'altitude réelle, sera moins élevée.
Si l'on prévoit, par exemple, de passer un col à la même altitude QNH que l'on avait fait en été, on a alors le risque d'être trop bas, voire de heurter la montagne. L'indicateur de vitesse verticale. Il permet de nous indiquer si nous montons ou si nous descendons. Sur notre instrument, nous allons voir une aiguille qui sera sur 0 lorsque l'aéronef vole en palier, vole à plat. Lorsque l'aiguille va monter, cela va nous indiquer que l'aéronef monte. Ici, notre aéronef monte à 150 pieds minutes. Lorsque l'aiguille va descendre, cela va indiquer que l'aéronef descend. Voici comment fonctionne l'indicateur de vitesse verticale. Il mesure simplement une pression statique. Lorsque l'aéronef monte, la pression statique diminue, la capsule anéroïde s'écrase et, par effet de levier et de pivot autour de ce point, l'indicateur monte. L'inverse se produit lorsque l'aéronef descend. La pression ici, dans la capsule anéroïde, augmente et donc ici, ça monte par levier, l'indicateur descend. L'aéronef descend. Il y a un tout petit orifice d'un diamètre très précis qui permet un équilibre des pressions entre l'extérieur et l'intérieur de l'instrument pour pouvoir revenir à zéro lorsque l'aéronef revient plat. Voici comment se présentent les indicateurs de vitesse verticale dans nos aéronefs. Certains aéronefs ont aussi un indicateur d'angle d'attaque. Comme vous l'avez vu ou vous le verrez en principe de vol, lorsque l'angle d'attaque est trop élevé, il y a alors décrochage. Afin de mesurer cet angle d'attaque, certains avions sont équipés d'indicateurs. Sur certains hélicoptères, il y a des indicateurs d'angle de pas et d'angle d'attaque, par exemple sur les Super Puma de l'armée suisse. Merci pour votre attention.